Merci, Monsieur De Kuyper. Voilà, en fait, on a reçu quelques questions qui ont surtout trait à la Chine. Alors, je vais de nouveau citer Fortis avant. Donc, on disait toujours que Fortis était une valeur de bon père de famille. AGEAS est aussi considéré comme valeur de bon père de famille. Mais lorsqu'on investit beaucoup en Chine et qu'on a des dossiers comme Evergrande, qu'on a une bonne partie du pays qui est en lockdown et autres, est-ce que c'est vraiment la région où il faut être ou est-ce que ça n'augmente pas le profil de risque justement du groupe AGEAS? C'est une question qui m'est posée souvent, surtout aujourd'hui avec la situation géopolitique, mais aussi la situation économique en Chine. Tout d'abord, dans l'immobilier, 3% de notre bilan en Chine est investi dans l'immobilier. C'est notre propre immobilier, c'est nos branches partout dans le pays. Alors, on n'est pas impacté direct par la crise immobilière. Indirectement, bien sûr, on a aussi l'effet sur le marché des actions et tout ça, et l'économie. Mais, alors, on a cette volatilité qu'on voit aussi cette année dans les résultats. Les taux qui restent de plus en plus bas en Chine n'ont pas encore monté en Chine. Les taux, ils ont monté en Europe, mais pas encore en Chine. Et les marchés boursiers qui restent sous pression. Mais si moi je regarde un peu plus loin, je dirais la crise immobilière venait que la Chine ne voulait plus que toutes les familles investissent leur argent dans l'immobilier. Parce que c'était le cas. 35% de la GDP de la Chine était investi dans l'immobilier. En même temps, la population en Chine commence à diminuer. Le problème d'épargne à long terme reste. Le vieillissement de la population reste un défi énorme parce qu'ils n'ont pas encore toute cette structure de sécurité sociale qu'on connaît ici en Europe. Si on ne veut pas que les Chinois investissent autant à long terme dans l'immobilier, l'alternative est le développement de l'assurance vie et des pensions. Et on voit maintenant directement de Pékin beaucoup des initiatives pour plus développer ces marchés de l'assurance vie et des pensions. Alors moi, je reste à long terme très positif sur le potentiel de croissance en Chine. En même temps, on a cette situation géopolitique, on a différents scénarios qui puissent se passer, mais une grande partie que les gens oublie qu'on a investi pour la première fois en 2001 en Chine dans l'assurance vie. On a injecté du capital jusqu'à 2011. Depuis l'année passée, tous les investissements qu'on a faits en Chine en assurance vie sont de nouveau sur notre compte bancaire ici à Bruxelles. Ça veut dire qu'ils ont été déjà distribués en dividendes de nouveau vers nous. Ok, mais donc le profil de risque ne bouge pas tellement en fait. Parce qu'en fait, d'un côté, en fait, bon, vous investissez en Chine, en Inde notamment. On va dire que l'agence Bloomberg a annoncé que vous alliez probablement vous séparer de vos activités françaises, alors qu'on pensait que AGEAS allait encore un petit peu s'étendre en Europe. Est-ce que c'est une politique délibérée d'aller plutôt vers l'Asie et de délaisser un petit peu le marché européen? Non, on veut respecter la balance. On a dit avec l'annonce d'Impact 24, on a toujours dit on va chercher encore quelques pays en Asie. Je pense il y a 2 ans, j'ai dit peut-être on veut encore ajouter l'Indonésie. En Asie, c'est le seul pays important qui nous manque aujourd'hui. On a changé un peu la position maintenant. On a dit non, on cherche un autre marché clé en Europe à développer. Parce que si on évalue l'évolution de nos profits dans le futur, on s'attend que le profil du groupe FAIR 2025 plutôt sera moitié-moitié, l'Europe et l'Asie. Et c'est ça qu'on veut respecter parce que c'est la diversification géographique qui a la force sur notre stabilité de résultats et respecter la promesse que nous avons faite aux investisseurs. Alors, pour nous, c'est respecter l'équilibre. Ok. Qu'en est-il au fait des activités de réassurance? Parce qu'on fait des questions qui sont un peu logiques du style, voilà, ça augmente aussi un petit peu peut-être le profil de risque de la société, hein, catastrophes naturelles et tutti quanti. Donc, est-ce que c'est une volonté aussi d'aller vers ce genre d'activité, quoi, donc, Tout d'abord, on ne va pas devenir un réassureur, ça c'est clair. On va ajouter un peu de réassurance. Par exemple, pour cette année, fin de l'année, on va alloquer 30 millions d'euros du capital vers la réassurance en plus. Vu le bilan d'AGEAS, c'est presque rien du tout. Mais l'avantage, c'est qu'on est un assureur qui est un peu plus dans l'assurance vie comparé à non-vie. Ça veut dire
nos allocations de capital est surtout dans risque des taux, risque de crédit, des investissements, et beaucoup moins dans la risque non-vie. Ça veut dire si on ajoute un peu de risque non-vie, on va mieux diversifier notre capital et on peut augmenter le return on equity de notre capital. Et ça, c'est l'idée d'ajouter un peu de réassurance dans nos activités. On fait déjà des réassurances de presque il y a 10 ans, hein, mais ça a toujours été la réassurance interne du groupe. On a ses équipes, on a l'expertise, et maintenant on dit, voilà, on peut vraiment chercher l'optimum de diversification de notre capital, mais ne vous inquiétez pas, on ne devient pas un réassureur et on ne va pas faire les grands risques spéciaux mondiaux, ce n'est pas notre métier. Ok, parfait. Alors, avant de vous poser une dernière question, je vais lancer au fait le deuxième sondage. Donc, je vous ai dit que je vous posais la question avant le pitch. Et donc, je vous demande de nouveau dans la salle et vous à la maison donc, de répondre à la question est-ce que vous investiriez donc désormais dans Ageas après la présentation. J'ai peut-être encore une question. Vous avez dit que normalement, en fait, vous comptez quand même réaliser donc, 1 milliard de bénéfices cette année-ci. Donc, malgré l'inflation, malgré vos 40 000 employés qui voudraient quand même payer un peu plus, j'imagine. Donc, malgré tous ces éléments, hausse des taux, qui ont aussi un impact sur le portefeuille obligataire, tout ça. Donc, malgré tout ça, en fait, vous pensez que vous pouvez donc proposer ce genre d'objectif? Ça, c'était l'annonce fin juin. Hein. On fait cette analyse chaque trimestre. Hein. Maintenant, on est en train de faire l'analyse pour fin septembre. Moi, je m'attends un peu plus d'impact de l'inflation. Surtout en Angleterre, le marché en Angleterre est beaucoup plus sensible à l'inflation. C'est beaucoup moins le cas en Belgique. Ça, c'est un. De l'autre côté, on a des taux qui sont un peu plus élevés, ce qui est positif pour les activités assurance-vie. Maintenant, on est en train de faire l'étude, comme on fait chaque trimestre, et on va donner un update au marché quand on annonce les chiffres de septembre. Mais voilà, le chiffre de choix était très fort et à ce moment, on a toute confiance de réaliser notre ambition. Parfait. OK, merci Monsieur De Cuyper. Donc, si je demande à la régie, donc c'est normalement, le vote est fermé. Donc, 82%. Donc, vous avez fait 10%, enfin 10 points de plus. Quoi. Donc, félicitations. Donc, je dirais, on peut applaudir. Donc, Monsieur De Cuyper. Merci pour votre confiance. Merci à vous.